Bonjour à tous, merci d'être là. Je vais faire une brève introduction de la conférence qui nous intéresse aujourd'hui, qui est présentée, faite par Supmeca, vous présenterez par la suite. Donc cette conférence vous est proposée par Cosmetic Valley qui est partenaire du Salon Pharma Cosmétech depuis maintenant 3 ans, pour 2 raisons principales. La première, c'est que nous sommes localisés historiquement en région centre, à Chartres. Et la deuxième raison, c'est que on couvre la filière parfum et cosmétiques française. Donc voilà un petit aperçu de qui nous sommes. Nous sommes donc le coordinateur officiel de la filière parfumerie cosmétique Fabriquée France, avec tout un réseau de structures en lien avec cette filière, qui est la chaîne de valeur de cette filière, en passant par les équipements, les marques, les fabricants, les gens du packaging, test, et le volet bien sûr recherche et formation, puisque nous accueillons aujourd'hui Supmeca qui est adhérent Cosmetic Valley sur le volet formation. Donc Cosmetic Valley accompagne les structures de la filière vers leur développement. Le but, c'est de faire exceller, continuer à faire exceller le fabriqué en France par plusieurs intermédiaires, par la R&D, l'innovation, par l'export, également par le business et par la montée en compétences. Nous avons ouvert l'année dernière un Beauty Hub qu'on voit en haut à droite. Je vais vous en parler un petit peu plus précisément après. Et c'est un lieu physique qui est à Chartres, à côté de nos locaux, qui a un lieu d'innovation 3 en 1, un accueil de start-up, accélérateur de start-up, lieu d'innovation également pour toute la partie équipementier, qui s'appelle le Beauty Fab, et puis le Beauty X pour toutes des process d'impression 3D. Donc le Beauty Hub, le voilà, il a 3 factions. Là, je vous présente le Beauty Fab, puisque nous sommes au cœur d'un salon qui accueille énormément d'équipementiers. Donc l'idée de ce Beauty Fab, c'est de pouvoir présenter en exclusivité ces équipements, pouvoir soit à des fins commerciales, soit à des fins d'innovation. Voilà, et de gagner en visibilité nationale et internationale. Je vais terminer par vous parler de notre salon Cosmétique 360, qui est un salon de l'innovation de la filière parfum et cosmétique, qui a lieu en ce moment même en digital, qui est ouvert depuis hier en digital, plateforme digitale. Nous avons des invitations, si vous souhaitez, à notre stand. On aura le plaisir de vous les donner. Et qui a lieu aussi en physique les 13 et 14 octobre à Paris, au Carrousel du Louvre. Je vous présente là la prochaine édition, la 8e édition du salon, qui aura lieu donc mi-octobre en 2022 à Paris, Carrousel du Louvre. Et c'est donc le lieu d'innovation, le lieu de référence de l'innovation de la filière. Voilà, donc nous vous accueillons, si vous avez plus besoin d'informations sur Cosmetic Valley, au stand C2, qui est vraiment à l'entrée du salon à droite. Je laisse maintenant la place à Supmeca. Je vous remercie. Merci bien. Donc nous sommes un établissement d'enseignement supérieur du public, au passage. On va faire une présentation à 2 voix, donc Martin Guienne et puis moi-même. Et en balayant un certain nombre d'études qu'on a déjà pu réaliser avec des partenariats industriels. Alors c'est un établissement d'enseignement public, on a environ 600 élèves, donc c'est une petite crèmerie au final, parce qu'en fait on diplôme 200 étudiants par an, avec une 50aine d'étudiants qui sont dans la filière alternance, et puis 150 étudiants en filière étudiant classique, quoi. Au niveau du laboratoire de recherche, en fait, on a à Supmeca 4 équipes. Une équipe qui s'occupe plutôt de la tribologie, donc tout ce qui concerne la mécanique du contact, l'usure, etc., des pièces qui frottent ensemble, ou des pièces qui sont lubrifiées pour bouger l'une par rapport à l'autre, etc. Nous, en fait, on est dans une équipe qui s'appelle Vibration acoustique, structure et forme mécanique. On s'intéresse principalement au phénomène de dynamique, pour faire simple. Donc toutes les problématiques de dynamique, principalement dans le transport. C'est vrai qu'on travaille beaucoup dans le transport et principalement dans l'aéronautique et le spatial.
Et là, ce qui justifie notre présence aujourd'hui, bien qu'on ait une thématique de recherche qui est finalement assez éloignée en fait, de ces problématiques d'IA, c'est que depuis un certain nombre d'années, en fait, on a été amené à utiliser pas mal de ces outils, de ces nouveaux outils, pour traiter un certain nombre de problèmes, qu'on va voir juste après. Et puis on a 2 autres équipes aussi, donc système durable et ingénierie des systèmes mécatroniques et multiphysiques. Dans les thématiques, là, j'ai mis un certain nombre de thématiques qui étaient récurrentes en fait dans l'équipe. Et puis on a également 2 thématiques qui sont émergentes et qui sont très porteuses aujourd'hui pour nous depuis 3-4 ans, qui sont tout ce qui est traitement d'image, en fait, tout ce qui est analyse d'image, reconnaissance d'un certain nombre de choses. On verra quelques exemples. Et tout ce qui est intelligence artificielle aussi. Donc on regroupe, même si c'est un vocabulaire qui est finalement mal défini, l'intelligence artificielle, mais tous ces nouveaux outils qui sont basés sur le machine learning, etc., font partie de ces actions qu'on a qui se développent de façon très très forte en ce moment. Donc là, quelques exemples d'images autour de la viscoélasticité, des structures aéronautiques, des lanceurs spatiaux. En bas à droite, c'est une pièce d'Ariane, etc. Un premier exemple en fait qui nous vient de l'industrie cosmétique et à travers un projet FUI qui s'appelait projet Eugène et qui avait été labellisé justement par Cosmétique Valley. Et on s'est intéressé à des problématiques de contrôle-commande des convoyeurs. Donc on a des systèmes de pas de pèlerins qui ont des lois de commande particulières et on a cherché à optimiser ces pas de pèlerins pour éviter un phénomène qu'on appelle le sloshing. C'est en fait tout simplement le fait que quand on va transférer un réservoir de fluide, un flacon par exemple, eh bien on va avoir des vagues qui se forment et on peut aller jusqu'à des problématiques de splashing, donc en fait carrément du liquide qui sort du fluide, du flacon et qui va dégrader un verre dépoli ou poser un certain nombre d'autres problèmes. Donc ça c'est typiquement des choses qu'on souhaite éviter et donc on a travaillé autour de ces problématiques qui sont finalement des actions de recherche très finalisées. Et cette étude s'est basée sur 2 actions principales, en fait, l'analyse vidéo et puis des algos génétiques. Et ça a donné lieu à une thèse de doctorat donc, qui s'est terminée donc, en juillet de cette année. Donc la problématique, elle est la suivante, pour faire simple. On a un convoyeur qui va avoir pour mission de déplacer en fait, les flacons d'un poste à l'autre. Et puis on a notamment des phases de remplissage. Et la question, c'est quelle est la meilleure loi de commande pour passer d'une position A à une position B dans un temps imparti et quelle est l'évolution, quel est le profil de vitesse qu'il faut donner pour éviter en fait, ce phénomène de sloshing. Donc comme je vous l'ai dit, la technique consiste à filmer la scène, faire un traitement numérique en fait, de la vidéo pour récupérer la hauteur de la vague, qui finalement va être une fonction objectif, c'est qu'on veut réduire cette hauteur de vague. On va utiliser les algos génétiques pour optimiser ça, parce que finalement c'est un problème qui est assez compliqué, finalement ces problématiques de hauteur de vague, et qui vont apporter des solutions qui sont meilleures que ce qu'on a classiquement avec des algos d'optimisation qui sont plus classiques. Alors on n'est pas les premiers à avoir eu ces problèmes-là, en fait. C'est des problématiques qui sont très récurrentes dans le spatial, lorsqu'on embarque des réservoirs de carburant. Ça va être vrai aussi pour tout ce qui est transport maritime, qui embarque des fluides, ça pose des soucis lorsqu'on doit avoir des phénomènes de ballottement en fait, et puis aussi dans le transport routier qui peut poser des soucis de tenue de route si on n'a pas des solutions techniques particulières qui sont mises en œuvre. Alors dans notre cas particulier, en fait, on a été amené à développer une expérimentation donc conforme à ce qui se passe sur une ligne de production. Donc on a fait ça en collaboration avec la société Pouch, qui est à Chartres, et la société PKB en fait, qui fabrique en fait, les systèmes de convoyeurs et même les systèmes automatisés d'un point de vue plus général. Donc là on a un exemple avec une loi de commande qui est un peu compliquée mais qui finalement se passe bien. Et puis si on prend une loi de commande qui ne se passe pas bien, donc si on pousse un peu dans ces retranchements en fait, la loi de commande, on arrive vite à des situations qui sont justement à éviter avec des problématiques de perte de fluide et de dégradation du produit.
Alors on aurait pu, une démarche académique classique, on aurait pu se dire on modélise l'intérieur du fluide, on fait de la simulation de mécanique des fluides, puis on regarde comment ça bouge, et puis on essaie d'anticiper le problème. Sauf que les créatifs en fait sont très créatifs en fait, donc ils ont énormément de diversité en termes de flacons, et même au sein d'une même référence, en fait, on va voir à travers différents lots des formes intérieures qui peuvent être très variables. Et ce qui fait que la prédiction par des outils de simulation numérique, elle est quasi impossible dans ce contexte d'une grande diversité de flacons en termes de forme intérieure. Donc la technique des caméras, en fait, on a utilisé des caméras qui n'étaient pas très hautement résolues. En fait, on a utilisé des caméras Basler qui vont faire 4-5 millions de pixels seulement, et qui vont nous permettre de récupérer le mouvement du fluide, sachant que sur les problèmes de vibration, il est assez classique qu'on aille un peu plus loin, qu'on aille chercher des caméras haute vitesse, mais avec plusieurs dizaines de millions de pixels. En fait. L'intérêt de faire cette approche par caméra, c'est que c'est déjà une méthode sans contact, c'est peu intrusif en fait, dans une chaîne de production, donc ça reste facile à mettre en œuvre sans modifier tout le process, quoi. Et puis après sur les techniques d'analyse vidéo, je ne vais pas trop rentrer dans le détail, mais l'idée c'est d'attraper la surface libre. Donc là on a un exemple. Donc il y a un certain nombre de problématiques qui vont se poser en termes de limites sur le bord, etc. Mais ce sont des problématiques techniques qui finalement aujourd'hui ne posent plus vraiment de difficultés. Et puis voilà, au fur et à mesure que les flacons vont passer, on va venir détecter cette vague et puis mesurer sa hauteur de façon, une fois de plus, optimiser cette hauteur. Donc le process qu'on a mis en œuvre, en fait, c'est qu'on a utilisé un éclairage donc, derrière les bouteilles. Donc la caméra est devant et on va filmer donc, par contre-jour. C'est là où on a un taux de contraste le plus satisfaisant et qui nous facilite en fait, tout ce qui est traitement d'image derrière. Et après, on va optimiser en fait, les zones de façon relativement automatique pour définir la détection, enfin les zones d'intérêt où on identifie en fait, des surfaces de fluide mobiles. Et après, on va faire du tracking en fait, de ces zones. Donc voilà, typiquement, la zone d'intérêt, on s'arrange pour que cette zone d'intérêt en fait, suive le mouvement en fait, du flacon de façon à isoler séparément donc, le mouvement du fluide. Donc, quelques exemples de profils de loi de commande. Alors si on regarde en haut à gauche, c'est le déplacement. Donc, en fait, on va d'un point A à un point B. Donc toutes les lois de commande, on donne l'impression que c'est à peu près la même chose, mais si on commence à rentrer dans le détail, et pour rentrer dans le détail, souvent ce qu'on fait, c'est qu'on va dériver en fait, ces lois de déplacement, on va nous donner la vitesse, donc ça c'est le profil qui est à droite, et puis si on veut regarder l'accélération, on va redériver encore un coup, c'est en bas à gauche, et puis on va jusqu'au jerk, parce que c'est aussi une grandeur qui est assez significative d'un certain nombre de problèmes. Et on s'aperçoit que les lois sont quand même foncièrement très différentes les unes des autres et peuvent produire, c'est ce qui est montré ici sur la partie droite de l'image, qu'on a des hauteurs de vagues qui peuvent être extrêmement différentes. Et alors, il y a la hauteur de vague, là, c'est la loi cycloïde, c'est une loi qui est assez classique dans les commandes de pas de pèlerin. Et puis après, on a utilisé deux types d'algorithmes pour trouver d'autres lois. On a utilisé des méthodes de descente de gradient, donc c'est une méthode plutôt classique d'un point de vue académique, mais qui nous demandait finalement des temps, un nombre de pas de calcul qui était relativement important par rapport à la rapidité qu'on attendait dans le process industriel. Et c'est ce qui nous a conduit en fait, à aller vers les algorithmes génétiques de façon à avoir des temps de convergence plus rapides. Donc un exemple ici avec Invictus. Et des lois de commande en fait, qui sont assez différentes en fait, entre la loi cycloïde dont je vous ai parlé juste avant, donc qui est une loi industrielle qui est couramment utilisée pour les pas de pèlerin, et puis des lois de commande que l'on a, une loi de commande en bleu ici, que l'on a obtenue après ce processus itératif. Et on s'aperçoit entre autres que si on commence à regarder aussi dans le domaine fréquentiel, alors soit des longueurs d'onde, des vagues, ou tout simplement dans le domaine temporel, et si on fait une transformée de Fourier pour voir un peu comment ça se passe,
eh bien on s'aperçoit qu'il y a des lois qui sont plus riches dans le domaine fréquentiel que d'autres. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne souhaite pas trop. Généralement, on aime bien des lois qui sont assez souples et qui évitent de solliciter des vagues courtes qui peuvent faire du splashing. Et là, dans le cas de la courbe optimale, on est sur une loi qui est relativement douce et avec un nombre d'harmoniques relativement faible, qui permet justement d'avoir une certaine garantie sur la hauteur de la vague et d'éviter d'avoir des phénomènes de splashing. Donc si je résume pour cette première étude, le principe, bon, je ne rentre pas trop dans le détail, mais en données d'entrée, en fait, on dit que toutes les lois de commande ont la même forme générique, et ça ressemble en gros à une décomposition en série de Fourier. Il y a quelques termes en plus, mais ça ressemble à ça. Et puis on va optimiser en fait ces composantes de la série de Fourier grâce aux algos génétiques qui vont nous proposer un certain nombre d'évolutions à travers des croisements, des mutations, et qui vont nous finir par, après un certain nombre d'itérations, en fait, vont permettre de converger vers une loi de commande optimale. Donc pour donner un ordre d'idée, là actuellement il nous faut entre 15 et 40 passages de flacons pour arriver vers une loi optimale avant d'avoir un phénomène, avant de stabiliser complètement en fait, la loi de commande sur un phénomène qui ne fait plus du tout de vagues, quoi. Ou très peu tout du moins. Alors très rapidement, là, on a pris le temps de développer là, un peu plus cette étude parce que c'est une étude qui était assez proche de la thématique du salon. Et après, je vous présente donc très rapidement un slide de 2 ou 3 autres études qui sont plus sur des secteurs d'activité un peu différents. Donc là, il y a un jumeau numérique pour la maintenance prédictive des véhicules. Donc c'est en collaboration anciennement avec PSA. On a commencé avec PSA, mais ça fait déjà 6 ans qu'on travaille avec eux sur ce sujet-là. Et l'objectif, en fait, c'est d'avoir un jumeau numérique en dynamique du véhicule pour pouvoir avoir à tout instant, en fait, l'état du véhicule. Ça permet de mieux comprendre ce qui se passe au niveau du véhicule, d'avoir des meilleures spécifications pour la maintenance et pour le dimensionnement aussi des pièces, voir les vraies conditions de vie, parce que voilà, un véhicule qui va circuler en Pologne ne va peut-être pas avoir les mêmes conditions de vie que un véhicule en France ou en Allemagne. Et ça, c'est une spécification qui est extrêmement demandée aujourd'hui par les constructeurs automobiles qui ont du mal à avoir une vision claire en fait, de ce que vivent vraiment en fait, leurs véhicules. Donc ça, c'est la première motivation. Et puis au-delà de ça, en fait, ce qu'on a développé, ça a permis aussi de remonter tout un tas de paramètres en fait, sur les véhicules, parce que finalement, on maîtrise assez mal l'évolution de la raideur des suspensions, l'amortissement, tout ça. Et ça, c'est des choses qui remontent naturellement en fait, de ces méthodes qu'on a développées. Et voilà, donc là, l'idée, c'est qu'on remonte tout ça à travers des systèmes embarqués et que, voilà, à moyen terme, ce qui est visé là pour le groupe Stellantis, c'est que ces algorithmes soient embarqués sur les ordinateurs de vos véhicules dans une dizaine d'années. Ce qui fait que votre voiture dira attention, amortisseur avant droite a changé dans X kilomètres, etc. Donc la voiture se fera son propre diagnostic elle-même sur toute une série de composants, sans pour autant qu'il y ait de capteurs. C'est ça la grande force de la méthode, c'est qu'on a un nombre de capteurs relativement réduit qui sont déjà présents sur le véhicule. Et on utilise la synergie entre des modèles dynamiques et des capteurs pour pouvoir reconstruire tout un état du véhicule. Et notamment, par exemple, les efforts qui remontent par la roue. Donc les efforts roues, c'est typiquement une information qui est centrale dans le dimensionnement des véhicules. Et pourtant, on n'a pas installé de capteur de force pour pouvoir remonter ces efforts roues. En fait, on se sert à la fois d'autres capteurs qui sont présents sur le véhicule et du modèle de dynamique du véhicule pour pouvoir remonter ces informations. Une autre étude, toujours aussi centrée plutôt sur le jumeau numérique et la maintenance prédictive. Alors là, on est dans des environnements un peu plus sévères. C'est sur des vibrofonceurs. Les vibrofonceurs, c'est des gros machins qui servent à enfoncer des pieux, des pales planches, etc. Donc, dans le sol. Donc on est dans le génie civil.
Et aujourd'hui, les opérations de maintenance curative, donc en fait, ça casse, et, il faut réparer. C'est des opérations qui sont extrêmement onéreuses parce que ce sont des appareils qui vont se retrouver en Sibérie, sur une plateforme pétrolière, en plein Sahara. Et du coup, faire des opérations de maintenance dans des sites comme ça peut être des choses assez complexes et onéreuses. Donc là, l'idée, c'est d'avoir un système qui est instrumenté donc avec un certain nombre de capteurs. Donc nous, on consomme beaucoup d'accéléromètres, donc on met des accéléromètres parce que c'est un peu notre spécificité en fait sur ces outils d'IA. On se sert beaucoup en fait de métrologie par accéléromètre. Et ça permet en fait de faire de la maintenance prédictive. Ça, c'est un projet qui est encore en cours. On a commencé il y a 3 ans et normalement on finit alors la phase prototype se finit là. Et on va passer en phase industrielle, donc là avec un intégrateur par la suite, donc dès l'année prochaine. Et puis dernière étude que je vais vous présenter avant de passer la parole à Martin, sur le suivi de production. Aujourd'hui, ça peut être aussi un sujet qui intéresse les gens qui ont des problématiques de chaîne de production. L'idée, en fait, elle vient de Marc Damien, qui est le PDG de la société Kiprod, et qui a fait le constat suivant, c'est qu'en fait, il a 2 usines flambant neuves avec des machines-outils dernier cri. Il a tout un système informatique assez sophistiqué aussi, mais il s'est rendu compte qu'il y avait une problématique, c'est que pour passer des informations en fait, de l'atelier, de ce qui se produisait vraiment vers le RP, donc pour passer du MES vers le RP, les informations, il fallait connecter toutes ces machines. Connecter ces machines, c'est du temps ingénieur, c'est des développements informatiques qui sont remis en cause à chaque fois qu'il y a une nouvelle machine, à chaque fois qu'il y a une mise à jour. En plus de ça, il faut tomber d'accord avec les fabricants des machines sur le fait qu'on puisse rentrer dans les données de la machine pour exporter ces informations, etc. Et c'est souvent une problématique qui fait que finalement ça bloque en fait la communication entre le MES, donc ce qui se passe vraiment dans l'atelier en termes de production, et ce qui est vraiment rentré en fait au niveau de l'ERP, au niveau des services de flux d'information. Et alors l'idée elle est relativement simple, c'est d'instrumenter de façon non intrusive en fait la machine en mettant notamment donc un accéléromètre et de se servir en fait des vibrations de la machine, parce que finalement peut-être le vocabulaire commun à toutes les machines en fait c'est les vibrations. Et à partir de ça, on est capable d'identifier les cycles. Donc en fait, on n'a même pas besoin de renseigner le temps de cycle d'une machine, mais on va pouvoir le trouver par des outils d'apprentissage. Et derrière, c'est toute une panoplie en fait, d'outils qui vont pouvoir être développés pour pouvoir calculer des TRS, le nombre de pièces produites dans la journée, etc. Les incidents, à quel moment ils ont eu lieu, etc. Donc ça permet de tracer les machines de façon très simple, puisqu'en fait ce sont des boîtiers, c'est le boîtier qu'on voit qui est à gauche. Donc là on est passé déjà en phase industrielle, en fait on a fini la phase proto. Et aujourd'hui le produit qui commence tout juste à être commercialisé, c'est donc un boîtier que vous plaquez sur votre machine et qui capte les vibrations de la machine et qui comprend en fait ce que la machine est en train de faire. Sans apprentissage, on est sur des apprentissages très très courts, on est sur des apprentissages qui vont durer que 2 cycles avant de pouvoir identifier c'est quoi un cycle en fait. Voilà, je passe rapidement, puis un certain nombre de fonctionnalités autour de toute l'ergonomie logicielle qui a été développée sur ce produit. C'est un produit qui aujourd'hui rentre sur le marché, donc voilà, ça peut aussi vous intéresser, qui continue à se développer. On a encore des collaborations avec la société Kiprod. Voilà, je vous remercie bien. On continue avec un sujet beaucoup plus précis, en fait, dans l'aéronautique, avec Martin. Hop, merci. Donc moi je vais vous parler aussi de capteurs virtuels. Jean-Luc en a parlé un petit peu, mais cette fois-ci pour la prédiction d'état structurel d'avions d'affaires. En fait, c'est un retour d'expérience sur le challenge AI for Industry 2020 qui a été organisé par Dassault Aviation et la région Île-de-France, auquel Isaïe Submeca a participé avec Aquila Data Enabler, qui est juste ici devant vous, qui est une PME spécialisée en intelligence artificielle et data science. Donc, pour faire simple, l'objectif du challenge, il est de concevoir un capteur virtuel pour la prédiction des contraintes mécaniques dans différentes parties d'un avion, donc typiquement un Falcon. Pourquoi ça a un intérêt pour Dassault Aviation ? En fait, si on a un capteur virtuel
dans l'avion, tout simplement, on a économisé de la masse, de l'équipement, et on va pouvoir récupérer de l'information qui ne devait pas mesurer directement pour nourrir un jumeau numérique. Donc, on a parlé tout à l'heure de jumeau numérique, dans la partie plutôt réalisation du jumeau. Là, on est sur un capteur qui va pouvoir alimenter le jumeau numérique. Donc, le principe de ce challenge-là, on a eu 10 équipes de sélectionnés qui ont pu avoir accès à une plateforme qui s'appelle Codalab, qui est hébergée par l'Université Paris-Saclay, sur laquelle Dassault a stocké les données de vol d'environ environ 300 vols. Ça nous a permis quoi? Ça nous a permis, donc notamment au consortium Isaïe Submeca, Aquila et à toutes les autres équipes, de pouvoir prototyper des algorithmes d'intelligence artificielle et de les tester sur cette plateforme à l'aveugle, c'est-à-dire sans souci de confidentialité par rapport aux données Dassault. C'est une des spécificités de ce challenge-là. Et l'idée, c'était que ces données, elles comprenaient des signaux des instruments de bord de l'avion, donc les accéléromètres, les capteurs d'altitude, de pression, tout ce que vous voulez, et aussi des capteurs de contraintes placés sur l'avion. En fait, ça, c'est des capteurs qui existent naturellement sur les avions d'essai quand on va vouloir certifier l'avion. Et ça nous permet d'avoir une base de données qui est suffisante pour entraîner des modèles d'une certaine manière à l'aveugle. Donc une des spécificités du challenge aussi, c'est que c'était un projet très très court. On a travaillé pendant 2 mois sur ce projet-là et l'idée c'était de proposer une solution qui soit compétitive par rapport aux autres équipes avec comme seul retour d'information, vu qu'on était à l'aveugle, un simple calcul de MAE, donc un indicateur de moyenne, d'erreur en moyenne absolue. Donc quelque chose d'assez pauvre finalement pour configurer un algo d'IA. Donc, ce que j'avais envie de vous présenter aujourd'hui, c'est un peu comment on a mis en place un process pour répondre à cette problématique-là avec Aquila. Et ce process, il est basé sur un workflow assez classique en data science. C'est-à-dire que dans un premier temps, on a des données qui sont disponibles et on va faire une première phase d'analyse de ces données-là pour ensuite mieux les travailler, mieux en tirer parti et les préparer avant de les donner à manger à des algorithmes d'apprentissage. Ensuite, on a toute une panoplie d'algorithmes qui existent. Vous avez certainement tous entendu parler de machine learning. Il y a énormément d'outils qui sont disponibles actuellement. Et l'idée, c'était de voir comment, une fois qu'on a travaillé ces données, on va pouvoir les exploiter au mieux avec nos algorithmes d'intelligence artificielle. On a du coup des indicateurs sur la plateforme Codalab qui nous donnent un résultat. Est-ce que mon algorithme est bon? Et grâce à ça, on va pouvoir tuner nos paramètres pour améliorer notre solution dans les 2 mois qui nous étaient proposés. Donc, avec Aquila, on s'est concentré sur deux phases pour proposer notre solution. Donc, la phase d'exploration des données. Donc, on a nettoyé les données avec des workflows plus ou moins automatiques. On a évalué un petit peu comment ces données étaient liées entre elles, comment on allait avoir la possibilité de faire émerger des corrélations, des liens. Et puis ensuite, on a travaillé sur des modèles, quels allaient être les modèles de machine learning les plus adaptés, comment on allait les combiner entre eux pour avoir la meilleure prédiction. Et aussi, on a inséré un peu de physique. Et c'était ça qui était intéressant aussi dans notre consortium, c'est qu'on avait Aquila qui est spécialiste en intelligence artificielle et Isaïe Submeca, vous l'avez compris, où on est plutôt spécialiste en mécanique avec cette coloration intelligence artificielle de plus en plus. Et c'est ce qui a permis en fait de faire cohabiter 2 mondes, la data science et la mécanique, pour pouvoir avoir des algorithmes qui sont le plus interprétables et physiques possible. Ça nous a permis quoi aussi? Ça nous a permis notamment aussi de détecter que finalement dans la base de données Dassault, même si on n'avait pas trop de visibilité, en fait il y avait des capteurs qui étaient défaillants et que si on est capable de détecter ces capteurs défaillants, on va être capable de les retirer de notre base d'apprentissage et finalement faire des meilleures prédictions. Très rapidement sur cette partie exploration de données, comment on a procédé? On a évalué donc plutôt les corrélations entre nos données dans nos paquets de données d'entrée, dans tous nos instruments de bord. Est-ce que j'ai des grandeurs qui sont corrélées? Est-ce que du coup on a de l'information qui est redondante et qui ne va ne rien nous apporter pour nos algorithmes de machine learning? Est-ce qu'on a des corrélations entre telle variable d'entrée, telle variable de sortie? Auquel cas, il va falloir insister un petit peu dans notre algorithme de machine learning sur cette relation-là pour essayer de mieux l'apprendre.
est-ce qu'on a des anomalies? C'est ce qu'on a vu tout à l'heure, par exemple, typiquement sur la figure que vous avez là à droite, on a ce qu'on appelle une matrice de corrélation. Et en fait, on va voir des paquets qui apparaissent. En bleu, ça va être des grandeurs qui sont fortement corrélées de manière positive, c'est-à-dire que tout le monde bouge dans le même sens. En rouge, c'est plutôt corrélé de manière négative, donc tout le monde bouge mais en opposition de phase. Et puis finalement, quand on est dans les couleurs pâles, on a des choses qui ne sont pas très corrélées. Ici, on avait un paquet, donc le carré qui est en fuchsia là, on a un paquet de capteurs qui sont des capteurs qui physiquement devraient être liés. Ils sont positionnés par exemple sur l'aile de l'avion, l'aile fléchie, donc on s'attend à avoir le comportement typiquement d'une poutre. Malheureusement, ce qu'on constate, c'est qu'on a beaucoup de bleu foncé, donc tout le monde est corrélé, sauf à un endroit, on a un bleu clair. Qu'est-ce qui se passe? En fait, là, typiquement, on a une anomalie. En fait, on a un capteur qui ne se comporte pas vraiment comme on l'attendait. Donc, finalement, cette non-corrélation entre les grandeurs nous permet d'écarter le capteur, pour soit ne pas le prendre en compte dans l'apprentissage, ou alors d'apprendre spécifiquement un modèle pour ce capteur-là. Ensuite, on a travaillé pas mal sur les modèles. Je vous ai évoqué tout à l'heure le fait qu'on a intégré de la physique. Donc, on a des données de vol. On a un avion d'essai qui va décoller, monter en altitude, avoir différents paliers, des virages, des choses comme ça. Ça va avoir une influence sur ses instruments de bord et sur ses conditions de vol. C'est-à-dire que des fois, on peut avoir aussi des turbulences. L'avion est plus ou moins sollicité. Et finalement, ce qu'on a cherché à faire, c'est à faire ressortir cette physique-là. Et pour ça, on est passé par une étape de classification, de clustering, c'est-à-dire d'apprentissage non supervisé, pour essayer de faire ressortir cette physique sous-jacente d'une certaine manière dans nos données. Ça nous a permis déjà de réduire la complexité de l'apprentissage. Et puis ça nous a aussi apporté de l'explicabilité. C'est toujours quelque chose qu'on reproche aux algorithmes d'IA, d'être plutôt des approches plutôt boîte noire, peu explicables. Finalement, quand on va mixer ça dans le bon sens, on est quand même capable d'en déduire des choses, notamment ici les différentes phases de vol. Ensuite, on a utilisé un modèle qui est un modèle relativement classique, le LightGBM, pour le Light Gradient Boosting Machine, qui est quelque chose qui a été développé par Microsoft en 2017, qui est une façon un peu améliorée de travailler avec des arbres de décision et des random forests. Le gros intérêt, c'est qu'on avait du coup un algorithme qui était très performant en termes de temps de calcul, donc qui demandait peu de données. Qui nous a permis d'avoir l'un des algorithmes les plus rapides en apprentissage du challenge. Et ça, c'est quelque chose qui est intéressant quand on a d'une part peu de données, ou alors quand on va vouloir apprendre rapidement, en embarquer ou des choses comme ça. En plus de ça, ce type d'algorithme-là est un peu plus explicable que, on va dire, des réseaux de neurones profonds, notamment par sa forte compatibilité avec des librairies dédiées. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on pourra en discuter après. Donc tout ça, le fait d'avoir correctement travaillé nos données, le fait d'avoir ajouté un petit peu de physique et utilisé des modèles qui étaient assez performants, ça nous a permis de proposer un algorithme qui était à la fois précis. On avait une bonne MAE, le bon indicateur, l'indicateur que j'évoquais tout à l'heure, qui était robuste. Finalement, on avait peu de sensibilité à nos variations dans nos données d'apprentissage. On a pu, grâce à ça, être classé dans les 3 premiers du challenge en termes de précision. D'accord ? Ensuite, on a aussi du coup un algorithme qui est très frugal, qui est très rapide à apprendre, et ça c'est super intéressant. Typiquement, là dans le cadre du challenge, les données sont issues d'avions d'essai. Donc vous imaginez, on a instrumenté un avion, on l'a fait voler pendant une paire d'heures. Pour récupérer la donnée, pour la générer, vous imaginez bien que ça a un certain coût. D'accord ? Quand on a un algorithme qui est frugal, finalement, on va avoir besoin de moins de données, donc on va être capable de mettre en place ces approches-là de manière moins coûteuse en termes de génération de données. Donc ça, c'est assez intéressant pour ce type d'application. On a produit l'algorithme qui est le plus rapide des 10 participants, avec un temps qui était 8 fois inférieur au temps de l'algorithme le plus précis. Nous, on a un algorithme qui s'entraîne en 2 heures, 2h30 pour une base de données relativement importante. Les plus gros, c'était 8 fois plus. Je vous laisse faire le calcul. Voilà, c'était une de nos spécificités. Et on a aussi quelque chose qui est très explicable. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a entraîné notre modèle, on est capable d'en déduire des choses sur ce qu'il se passe réellement dans les différentes phases de vol de l'avion, etc.
comprendre les liens entre les grandeurs prédites et les entrées du modèle. Et ça, c'est quelque chose qui est très intéressant pour le métier, pour l'avionneur, de comprendre mon avion s'est comporté de telle manière pour telle raison, parce que à ce moment-là, j'ai eu une petite dépression, une turbulence, j'ai fait un virage. Et ça, c'est des informations qui sont très précieuses. Grâce à ça, on a remporté le challenge et on démarre du coup un projet en collaboration avec Aquila et Dassault Aviation pour pouvoir industrialiser finalement cet algorithme qui a été prototypé en seulement 2 mois et le compléter, lui apporter d'autres fonctionnalités qui peuvent être intéressantes pour Dassault. Voilà, donc là je vais passer plutôt au bilan et perspective. Donc on a vu aujourd'hui que Isae Supmeca, petite école du nord de Paris, avec des équipes de recherche très performantes, plutôt orientées mécanique, mais avec cette coloration intelligence artificielle qui nous permet de répondre sur pas mal de projets industriels très concrets, où on a toujours mis un point d'honneur à associer des algorithmes d'intelligence artificielle. On a vu des algorithmes génétiques, on a vu de la simulation de données, on a vu des algorithmes d'apprentissage supervisés, non supervisés. Et ça, couplé à de la compétence mécanique, en fait, ça montre qu'on est capable de tirer parti du meilleur des deux mondes pour avoir des solutions industrielles et opérationnelles. Donc, les outils, c'est ce que je viens de vous dire, donc des algorithmes génétiques, de l'apprentissage supervisé, non supervisé, beaucoup de traitements du signal et de traitements d'image qui font partie on va dire des spécialités historiques de l'équipe VAST, des systèmes experts aussi, et pour des applications qui vont aussi bien pour faire du contrôle optimal, on l'a vu avec les lignes de production chez Puch, c'est bien, je ne me trompe pas de prononciation, du suivi de production, de la maintenance prédictive. Donc ça, c'est des choses qui, en termes de process pour l'industrie pharma cosmétique, peuvent vous intéresser. Dans des environnements extrêmes, alors nous on a vu des environnements extrêmes très chauds, très froids, très durs mécaniquement. Je pense que dans l'industrie qui vous intéresse, on a un autre type d'extrême en termes de propreté, d'intrusivité, etc. On a vu qu'on était capable de vous proposer des capteurs virtuels, c'est-à-dire de proposer des choses qui nous permettent de caractériser des grandeurs sans les mesurer directement et dans différentes applications. Et aussi prédire des séries temporelles. Typiquement, le dernier exemple, on est en train de prédire la série temporelle et le comportement d'un avion dans le temps. Un process, finalement, c'est quelque chose qui évolue dans le temps et sur lequel on pourra être amené à prédire des choses. Donc la question qui nous avait été posée par Sophia, c'était de réfléchir un petit peu aux opportunités que ça pouvait représenter pour l'industrie pharmacosmétique. Alors, on veut faire plein de choses, on l'a vu, on fait déjà plein de choses. On a réfléchi un petit peu, alors on peut faire de la détection de défauts avec des capteurs qui existent déjà ou des capteurs qu'on va rajouter, qui peuvent être non intrusifs ou virtuels. On peut utiliser des capteurs virtuels qui sont basés sur des modèles physiques. On l'a vu tout à l'heure, il y avait des algorithmes génétiques qui entraînent une certaine physique qui est celle de la hauteur d'eau. Ou alors sur de l'apprentissage, donc de la donnée pure. On va être aussi capable de faire de la détection de défaillance ou de dérive. On a un process qui se comporte depuis toujours d'une certaine manière. À quel moment je l'arrête parce que finalement il est plus satisfaisant. Donc ça c'est des choses, mais la principale question finalement en fait c'est quelles sont vos données, quels sont vos process, puisque c'est de là que va partir le problème et les solutions qu'on va pouvoir proposer. Donc pour ça on va vous laisser la parole pour un temps de questions. C'est bon ? Oui, merci. Donc merci Martin et merci pour cette belle présentation qui nous a bien immergés dans le monde de l'IA. On va vous laisser la parole. Est-ce que vous avez des questions, des interrogations sur le challenge ou sur d'autres questions liées à l'application cosmétique ? N'hésitez pas, c'est le moment. Parce qu'une question qu'on peut poser quand même, c'est que si aujourd'hui, par exemple, un industriel vient vers vous pour résoudre un problème de R&D, jusqu'où, en fait, vous pouvez l'accompagner dans la collaboration ? Oui, une autre question apparemment. D'accord.
réponds déjà à cette question. On va Je répondre à passe le micro. celle-ci et ensuite. Alors déjà, nous, on est un laboratoire de recherche, donc en fait, c'est vrai qu'on ne va pas aller jusqu'à l'industrialisation, hein. Oui. On l'a fait sur quelques rares exemples où on va faire une synergie avec un bureau d'études de l'entreprise. Mais souvent, en fait, il y a quand même une case intermédiaire, hein, qui est un intégrateur, en fait, hein, qui va développer, là je pense à Kiprod par exemple, où nous on développe le prototype. Donc on a une électronique qui est moche, on a des trucs qui sont moches et tout, voilà. Et après passe un intégrateur qui nous fait des jolis boîtiers avec des petits trucs fluo autour et tout, voilà. Donc ça nous c'est pas notre, enfin on n'est pas forcément bon là-dedans, quoi. Voilà. Et on ne s'est pas industrialisé en fait. Voilà. Donc c'est pour ça que oui, en effet, nous on est vraiment sur les actions R&D. On essaie d'accompagner le plus possible parce que c'est vrai qu'on a un goût naturel vers la recherche finalisée, c'est quelque chose qu'on aime bien, aller au contact des problématiques industrielles. Mais par contre, on ne va pas accompagner jusqu'à ce que ça soit présent dans l'atelier, etc. Il y a quand même besoin d'une collaboration avec un Complémentaire. complémentaire. Ouais, Bien tout à fait. sûr, bien sûr. Merci. Très bien. Bonjour, merci pour cette présentation très intéressante. Monsieur Dupré, Monsieur Thomas, nous sommes en cours de création d'une start-up qui est soutenue par certains industriels de l'industrie pharmaceutique, notamment autour des sujets de la prédiction de panne sur des lignes de production. Nous avons des commandes et des précommandes en cours d'étude. La question est comment créer des alliances avec tout cet écosystème que vous venez de nous présenter dans la région. Quelles ressources, quels points d'entrée, quel niveau d'aide ou d'entraide? Merci. Alors il y a un certain nombre de mécanismes d'État, hein, pour favoriser ces collaborations entre les startups et puis le monde académique. Donc il y a des choses qui existent depuis très longtemps. Comme le propose la NRT, par exemple les CIFRES, hein, les conventions CIFRES. Donc là, on est sur des collaborations plutôt longues, on est sur des durées de 3 ans, puisqu'en fait, c'est généralement à travers une thèse. Après, il y a des projets collaboratifs qui peuvent se faire à travers des programmes européens ou des ANR. On est sur des choses un peu plus conséquentes, puisqu'en fait, on est multipartie. Il faut au minimum 3 partenaires, hein, pour commencer à démarrer. C'est un minimum. Ça demande, généralement, on a souvent des collaborations amont, hein. Là, les ANR ou projets européens sur lesquels on travaille actuellement, c'est toujours avec des partenaires avec qui on a déjà un historique bien entamé. Et puis, de façon beaucoup plus ponctuelle, hein, actuellement, il y a le plan de relance de l'État, hein, qui est vraiment un mécanisme qui fonctionne plutôt bien, avec cette idée qu'on va mettre en synergie donc, une start-up, une entreprise, avec, ou même un grand groupe, hein, ça marche aussi avec les grands groupes, et un laboratoire. Et en gros, il y a 4 dispositifs possibles, mais pour simplifier un peu ces 4 dispositifs, soit ce sont des gens de la start-up qui viennent dans le laboratoire pour travailler sur une problématique qui est proposée par l'entreprise. Et là, en gros, ce qui est attendu, c'est à peu près 80% de présence dans le laboratoire de la personne qui est dans l'entreprise. Et il y a une aide qui peut monter jusqu'à 64 000 € par an, je crois, de l'État. Il y a un mécanisme inverse. Vous recrutez un jeune diplômé, par exemple un ingénieur, et cet ingénieur, en fait, va passer 80% de son temps dans l'entreprise. Et alors, il sera embauché par le laboratoire, mais il va passer 80% de son temps dans l'entreprise. Et pour l'entreprise, ça ne représente qu'un coût de 15% à peu près. Et c'est valable 2 ans. C'est mis maximum 2 ans, hein, mais ça peut être sur des durées plus ou moins longues. Ce sont des mécanismes qui marchent plutôt bien. Ça peut être aussi pour quelqu'un qui est dans une entreprise, qui a déjà une activité de R&D, qui souhaite passer un doctorat pour consolider en fait ses savoirs et ses méthodes. Il y a aussi un accompagnement assez important, mais cette fois-ci sur 3 ans en fait, hein, pour faire ça. Donc, voilà, en tout cas, ces nouveaux mécanismes d'aide d'État sont quand même des mécanismes il y a quand même pas mal d'argent, une subvention très très forte et un coût très réduit pour l'entreprise. En plus de ça, les projets qui vont être portés par cette action-là vont potentiellement être éligibles au CIR.
bon voilà, je pense que c'est quand même des belles opportunités pour les entreprises aujourd'hui. Au lieu de se replier, au contraire d'avoir une vision un peu... la plupart de nos partenaires aujourd'hui ont profité de cette période du Covid pour non pas mettre un coup de frein, mais mettre un gros coup d'accélérateur sur les activités, parce que c'était le moment ou jamais de prendre le temps de réfléchir et de faire des actions de R&D. Quoi. Je ne sais pas si tu veux compléter, Martin. Après, il y a déjà les pôles de compétitivité qui permettent aussi de tisser ces liens et de faire se rencontrer les gens. On est là aussi aujourd'hui pour ça. Donc typiquement, faut pas l'oublier. Ils ont aussi une bonne expérience des différents mécanismes qui existent pour le monter. Et peut-être que la réponse, en fait, elle va rejoindre aussi ce qu'on a marqué là, c'est que ça dépend de votre problème et du projet en lui-même. Là, dans ce qu'on a présenté, il y avait aussi bien des projets FUI qui étaient labellisés par les pôles, parce que ça n'existe plus. Maintenant, c'est des PSPC. Oui, c'est ça. PSPC région, donc c'est des choses qui sont plus ou moins l'équivalent, mais avec des TRL assez appliqués et des mécanismes un peu plus lourds aussi. On a parlé de projets, typiquement Kiprod, c'était un projet 100% industriel qui rentrait pas dans un cadre de... Si, il y avait du BPI derrière. Il y avait du BPI CIR. Typiquement, le challenge, c'est quelque chose qui est financé par la région, donc c'est un truc qui est vraiment à part entière. De quoi on a parlé d'autres Il y avait des chiffres avec PTC. Donc en fait, il y a vraiment énormément de mécanismes qui existent sur lesquels nous, je pense qu'on a quasiment l'expérience à part les PSPC où on connaît les FUI, mais... On a même des financements purement propres d'entreprises comme Bosch, par exemple, qui veut travailler sur un sujet très précis, mais sans partager quoi que ce soit en termes de dossiers à soumettre pour le financement. Donc, en fait, voilà. Après, voilà, après, ce sont des choix stratégiques aussi d'entreprise pour les aspects propriété intellectuelle et confidentialité. Quoi. Merci. On va devoir clore cette conférence. Merci beaucoup de votre participation, de votre intervention. Vous avez mis vos contacts éventuellement à la fin, non si besoin. Non, on l'a pas fait. Eh ben non, bah voilà. Sur Supmeca, on vous trouve facilement. Ouais. Donc, Jean-Luc Dion. Martin Guienne, voilà. Si vous avez des informations complémentaires à leur poser, ou sinon, n'hésitez pas à revenir vers nous, on vous mettra en relation.